Merci beaucoup. Donc, on en arrive à notre quatrième intervention d'Isabelle Galichon, qui est donc à terre à Bordeaux 3, et qui va nous parler du rap. Quand le rap fait débat, évaluation du discours critique sur une écriture testimoniale de la banlieue française. C'est toujours pour un heure. Oui. Donc, petit, il ne reste que 5. Voilà. Bien. Donc, avant toute chose, je souhaite préciser que ce travail dont je vais vous exposer linéairement constitue non seulement ce que l'on aime appeler en sciences humaines un work in progress, une notion chère à Joyce, mais plus encore une ligne de fuite ou une pensée vectorielle. Je m'explique. Cette étude prend ancrage dans la notion de récit de soi en résistance sur laquelle je viens de clore ma thèse, thèse en littérature. Je viens de déposer la semaine dernière. Et merci. Alors, en l'occurrence, je ne disais pas ça pour ça, mais pour vous expliquer que je l'ai travaillé donc, dans le contexte du récit de soi comme résistance face au nazisme. Et donc on pourrait penser qu'on se trouve tout compte fait assez loin de la banlieue et du rap, sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Or, il me semble que les problématiques liées au récit de soi, appréhendées dans le cadre de la pensée de Michel Foucault, nous ramènent au discours proféré dans certains morceaux de rap que l'on peut analyser comme des récits de soi en résistance relevant d'une fonction éthopoïétique. Donc je vous propose aujourd'hui d'ouvrir un dossier, en quelque sorte, expression dont j'emprunte à Antoine Compagnon, pour une recherche à venir sur le rap comme forme chantée de récit de soi en résistance. Et nous nous intéresserons aujourd'hui, plus précisément, dans le cadre de ce colloque, au discours critique développé sur le rap comme expression de récit de soi. Il s'agira donc de s'interroger sur les représentations de la banlieue que tirent les discours critiques à partir des morceaux de rap. On s'intéressera au rap qu'en tant qu'il est pourvoyeur de discours dont certaines instances vont tirer une représentation de la banlieue. Alors, je tiens à préciser que je m'appuie sur les travaux de sociologues, donc Anthony Péqueux et Karim Amou, qui vient de publier une histoire du rap français, dernier semestre 2012. Bien, donc, je ne savais pas que ce serait à côté. Donc, dans le récent ouvrage Refaire la cité, publié en janvier 2013, Michel Cocoref et Didier Lapeyronie posent dès l'introduction de leur texte le nœud gordien auquel sont confrontées les banlieues. Je cite, « C'est la raison pour laquelle ces banlieues se définissent moins par la pauvreté, le chômage ou la relégation que par une exclusion de nature politique. Les populations des quartiers et des banlieues populaires n'ont ni représentation ni capacité d'expression. » Notons d'un point de vue taxonomique que les deux sociologues associent l'espace des quartiers populaires à celui des banlieues. Donc ces deux réalités géographiques, sociologiques, peuvent être pensées, le doivent-elles, c'est une question, ensemble ou de façon continue. Mais ce que je souhaite mettre en exergue à travers la problématique qui est posée derrière l'injonction de refaire la cité, c'est comme le précise M. Cocoref et Didier Lapeyronie, l'absence de représentation que l'on peut appréhender sur un mode politique, mais aussi symbolique, et de l'absence donc de capacité d'expression. En bref, ce dont sont dépourvus les résidents des banlieues, ce sont d'instances représentatives et d'une faculté à témoigner. Et c'est sur ce dernier point que je souhaite insister. En effet, pour faire part d'un tort, d'un dommage dont on a pu faire l'objet, pour être considéré comme une victime, et je n'entre pas ici dans le débat victimaire actuel, mais dans une considération purement légale et juridique, il faut pouvoir porter témoignage, faire valoir une parole, afin d'acquérir une certaine visibilité sociale. Je vous renvoie ici aux travaux de Guillaume Leblanc sur la précarité sociale. Or, je pense que le rap propose, en l'occurrence, une parole testimoniale possible pour les résidents des banlieues. Mais ce témoignage n'est plus alors exclusivement une parole politique, et il devient un discours éthopoïétique. Certains morceaux de rap peuvent être considérés comme des récits de soi en résistance, des paroles de parésia, au sens où l'entend Foucault, notion que Karim Amou donc reprend pour le rap dans son article « La vérité au risque de la violence ». Ces paroles de parésia reposent alors à la fois sur un ethos
qui par là même excède le politique, et sur une techné qui est à rapprocher d'une esthétique testimoniale du point de vue d'une poétique littéraire et musicale. Et c'est la nature de cette parole qui fait débat. Cette parole génère des discours critiques à deux titres. D'une part, elle porte témoignage pour une population qui n'est pas représentée et relève alors de ce que Foucault nomme une parole interdite. D'autre part, les discours critiques qui émanent des productions de rap se méprennent sur la nature de cette parole testimoniale en lui refusant souvent sa dimension éthopoétique. Ainsi, je vous propose d'explorer, ou de commencer à explorer, comment les discours critiques portés sur le rap relèvent de ce que Foucault appelle dans l'ordre du discours une logophobie. Il définit ainsi cette logophobie, je cite, « Il y a sans doute dans notre société, et j'imagine dans toutes les autres, merci, mais selon un profil et des scansions différentes, une profonde logophobie, une sorte de crainte sourde contre ces événements, contre cette masse de choses dites, contre le surgissement de tous ces énoncés, contre tout ce qui peut y avoir là de violent, de discontinu, de batailleur, de désordre aussi de périlleux, contre ce grand bourdonnement incessant et désordonné du discours. À partir de quelques situations de discours critiques emblématiques émanant d'instances diverses, nous allons donc tâcher de mettre en lumière les points d'écueil des représentations des banlieues dressées par ces formes discursives afin de proposer une grille de lecture de la représentation des banlieues dans le rap à l'aune de la pensée de Foucault. Donc, dans son récent ouvrage sur l'histoire du rap en France, Karim Amou souligne dès les premières pages combien, à partir des années 1990, les médias, je cite, assignent l'écoute comme la pratique du rap à une banlieue imaginaire, lieu de toutes les altérités, et font du jeune de banlieue le stéréotype par lequel les rappeurs l'ont compris. Ainsi, à l'image des banlieues qui, selon Michel Kokorev et Didier Lapéronie, je cite, ont perdu leur accès à la représentation et ne sont plus perçus que comme des problèmes, le rap devient, à partir des années 1990, selon donc Karim Amou, je cite, un symptôme de problèmes publics. On voit alors comment s'articulent dans les discours critiques, et plus précisément dans le discours des médias, les banlieues et le rap comme manifestation de leurs problèmes. En effet, le rap, dans le discours critique médiatique, semble se substituer aux banlieues et catalyser, cristalliser la peur des banlieues, pour reprendre l'expression de Judith Revel. Le rap donne à voir, à entendre, une représentation que l'on refuse à ce lieu fantasmé. Je cite la philosophe. « Les banlieues représentent pour une bonne partie de l'opinion publique une réalité sans visage dont on croit seulement savoir qu'elle est grosse de violence et de danger. Une sorte d'impersonnel taillé dans le béton des paysages urbains qu'on s'imagine, de la menace personnifiée. Peut-être faudrait-il parler plutôt que de menace personnifiée d'une menace située, localisée, dans une dimension géographique, puisque seul l'espace banlieue semble retenir l'adhésion d'une définition commune et transversale. Me semble en revanche que le rap, s'il relève pour les médias d'une certaine représentation fantasmée et imaginaire des banlieues, rend possible en contrepartie une incarnation qui est refusée aux banlieues par ailleurs. Les discours critiques médiatiques portés sur le rap livrent alors une représentation fantasmée des banlieues en tension entre une image fantôme, une image impossible des banlieues, puisque non représentable, et l'image d'une angoisse collective. Ainsi, du point de vue des médias, les discours critiques donneraient à voir une représentation écran des banlieues, inspirée par une crainte fantasmatique. La notion de représentation écran fonctionne sur le principe du souvenir écran. Je vais peut-être passer ça. Comment? Bonne idée, n'est-ce pas? Ainsi, donc la représentation des banlieues, la représentation écran des banlieues que les discours critiques tirent du rap relève du truchement d'une image autre, image fantasmée, et considérée comme réelle, qui vient alors oblitérer la réalité et se substituer à elle. Cette représentation écran est à mettre en lien avec une peur liée à cet espace, peur mythique que Judith Revel associe à la peur du Minotaure dans le labyrinthe. En effet, à partir des années 90, le rap est associé de façon symptomatique au contexte des émeutes dans les quartiers populaires et les banlieues.
Le 16 novembre 1990, NTM est invité sur le plateau de Christine Bravo, 1000 Bravo, sur France 3, en compagnie de Serge Martinez, alors éditorialiste à l'hebdomadaire d'extrême droite Minute. L'animatrice introduit l'émission ainsi. À l'occasion des manifestations lycéennes, on a beaucoup entendu parler des casseurs de banlieue. Alors ça tombe bien, en banlieue, on va y aller, je vous y emmène tout de suite et on va essayer de savoir s'il y a une culture de banlieue. Elle donne la parole à NTM qui interprète Le monde de demain et Serge Martin commente ce qu'il vient d'entendre comme un cri de révolte. Il traduit ce qui deviendra le célèbre Po-Po-Po de Joey Starr par un Pan-Pan-Pan. Je cite, leur slogan, c'est Pan-Pan-Pan, c'est-à-dire un coup de fusil, un coup de revolver. Ainsi, en contrepoint de l'image de la violence des émeutes, le spectateur est guidé vers une représentation fantasmée des banlieues, toujours liée à la violence à travers le rap. À partir des années 90, le discours critique sur le rap de la part des médias donne donc à voir une représentation écran des banlieues essentiellement caractérisées par leur altérité. Karim Amou analyse que pour les médias, je cite, parler du rap, c'est exposer les choses des autres et adopter pour cela une forme d'exotisme anthropologique consistant à décrire une pratique en termes homogénéisants et stéréotypés, tout en campant fermement dans sa supposée étrangeté. La représentation écran des banlieues, qui ressort des discours critiques médiatiques sur le rap, donne à voir le lieu d'une altérité que l'on peut qualifier de radicale, tant elle est stigmatisée par la peur. Michel Kokoreff et Didier Lapéronie n'expriment pas autre chose lorsqu'ils affirment que les images et les peurs remettent en cause l'appartenance des cités à l'espace commun, comme si la société française ne parvenait plus à s'identifier avec les populations qui y résident. N'est-ce pas aussi le sentiment de Hugues Lagrange lorsqu'il conclut l'introduction de son récent ouvrage d'enquête sur les populations du Sahel installées en Val-de-Seine, intitulé En terre étrangère, où il considère, je cite, que durant ces années où je fréquentais les cités et les villes du Val-de-Seine, je me suis senti avec ravissement parfois, avec exaspération d'autres fois, en terre étrangère. Je partage avec mes interlocuteurs le fait qu'eux aussi se sentent, quelle que soit leur citoyenneté légale, en terre étrangère. Ainsi, ces représentations écran, si elles relèvent d'une image fantasmée de la banlieue, d'une inquiétante étrangeté, trouvent cependant racine dans une représentation partagée où la banlieue est l'espace d'une altérité. Il existe un autre type de discours critique développé sur le rap, comme monde social artistique, qui est un discours émanant du milieu et des instances propres à la musique. C'est alors un discours qui relève de ce que Foucault nomme la discipline, comme, je cite, principe de contrôle de la production de discours. Ces instances appartiennent au monde musical du rap en tant qu'instance académique ou économique. Nous n'entrerons pas donc dans la particularité des discours de chacune, car il s'agirait d'entreprendre une étude à part entière. Nous nous contenterons donc de considérer ces deux instances sous la dénomination de discipline en tant qu'elles régulent toutes deux les pratiques du rap. Il semble important de distinguer, distinction qui s'impose donc au regard du mouvement rap, le discours propre aux amateurs du discours des instances académiques qui tentent à considérer que le rap se rapproche plus d'un langage codé que d'une forme musicale ou chansonnière. Cet art populaire postmoderne, tel que le caractérise Richard Schutterman, est perçu dans le cadre de la discipline comme une pratique minoritaire, à la fois pratique d'un faible nombre, mais aussi pratique d'une minorité sociale. L'image des banlieues qui se dégage des principales critiques, en particulier des instances musicales, académiques et économiques, le biz, selon une terminologie du rap, est alors celle d'un espace investi par les minorités. La représentation des banlieues avancées est associée alors au lieu, à l'espace de cette pratique musicale, comme si le rap ne pouvait exister que dans les banlieues. Cette situation d'état de minorité où le rap est envisagé comme pratique minoritaire est en quelque sorte reprise et revendiquée par le mouvement rap lui-même, mais il lui donne une signification autre. En effet, il fait valoir une construction identitaire fondée sur l'originalité d'un monde et d'un mode musical, celui de la rue. Plus que l'appartenance aux banlieues, c'est l'adhésion à un univers underground symbolisé par la rue, qui est clamé par, je cite un rappeur, les vrais mecs du hip-hop. Karim Amou distingue les espaces symboliques associés au rap en précisant que la référence à la rue entretient aussi un lien intime
à l'assignation du rap aux banlieues. Elle reformule, depuis le point de vue minoritaire, le lien supposé consubstantiel entre rap et banlieue, en y introduisant les ressources et les expériences spécifiques à certaines franges des classes populaires précarisées. Je vais passer parce que sinon je ne comprendrai pas. Donc le discours critique, du monde de la musique met en évidence dans le rap la représentation des banlieues comme un espace des minorités, donc une formulation dont se rattache le mouvement rap en lui préférant l'espace de la rue. Le discours critique développé dans un cadre politique relève, je vais aller très vite, relève de ce que Michel Foucault nomme l'interdit. Le discours critique politique revient alors à une procédure d'exclusion. Cet interdit exprime ce que Michel Kokorev et la Perroni traduisent à travers l'idée d'exclusion de nature politique qu'ils analysent comme, je cite, une marginalisation urbaine, civique et sociale. Le discours du rap ose se présenter comme un discours de l'interdit. Le non-lieu politique que représentent les banlieues trouve une incarnation et une voix dans le discours du rap. La représentation des banlieues la représentation des banlieues dans le rap donne à voir ce qui ne devrait pas exister, ou tout du moins ce qui ne devrait pas faire l'objet d'une représentation. Et donc là, ce qui est important à relever, c'est que la représentation donc, de la banlieue que le discours politique va tirer du rap, c'est une tentative, le discours politique, qui sera essentiellement un discours doctrinal, va tenter de minoriser en quelque sorte cette pratique de la minorité. Cette représentation donc, minorisée va trouver racine dans deux actions particulières du monde politique sur le rap, qui va être une action judiciaire, d'une part, c'est-à-dire que il suffit de se souvenir du procès que le ministère de l'Intérieur, dirigé alors par Nicolas Sarkozy, va intenter aux chanteurs et en particulier au groupe La Rumeur, suite à des propos diffamatoires dans un article et dans une chanson. Mais le discours politique critique va porter aussi sur une absence de discours, puisque peu à peu, les instances politiques vont se désengager d'une présence politique auprès du mouvement culturel du hip-hop. On se souvient que Jacques Lang avait soutenu financièrement et de façon publique le mouvement hip-hop, c'était alors donc en 1991, puisqu'il avait octroyé 2 millions de francs pour la culture hip-hop, et peu à peu, les différents ministères de la culture vont se désengager, se désintéresser surtout du mouvement hip-hop et du rap. Voilà, donc je passe un peu rapidement pour arriver donc à ma conclusion. C'est pourquoi donc ces représentations quelque peu biaisées des banlieues, ces clichés, ces images des banlieues qui émanent des discours critiques sur le rap, reflètent ce que nous appelions précédemment une logophobie, une peur du discours du rap en tant qu'il représente la banlieue comme lieu auquel on refuse la représentation, comme lieu de l'altérité, comme lieu des minorités et comme espace de violence. Or, il nous semble intéressant, afin de renverser cette crainte du discours du rap, dans une analyse conclusive, de présenter une grille de lecture du rap à partir de 3 principes que propose Michel Foucault. Voici les préconisations du philosophe quant à l'attitude à tenir face au discours qui génère une logophobie. Je cite: « Il faut, je crois, se résoudre à 3 décisions auxquelles notre pensée aujourd'hui résiste un peu et qui correspondent aux 3 groupes de fonctions que je viens d'évoquer. Remettre en question notre volonté de vérité, restituer au discours son caractère d'événement et lever enfin la souveraineté du signifiant. » Reprenons à grands traits ces 3 éléments dans le cadre du discours du rap. Tout d'abord, remettre en question notre volonté de vérité. Il s'agit dans l'écoute du rap de questionner le régime de vérité de la parole et de prendre en considération le mode spécifique de cette parole testimoniale. Le rappeur est un témoin en tant qu'il prend la parole au sein d'une communauté qui est exprimée, présentée à travers un nous réitératif. Mais la mise en récit, en musique, relève d'une technique
j'y suis, relève d'une techné, une langue qui ne se veut pas transparente. La vérité des représentations développées dans les morceaux de rap n'est plus celle de la réalité, elle relève d'une esthétique testimoniale qui laisse une place à la fiction en tant qu'illusion réelle. Deuxièmement, restituer au discours son caractère d'événement. Et là, ce qui est important de noter, c'est que le rap constitue un événement en tant que expérience d'écriture, mais aussi performance de la profération, donc par la voix. Et troisièmement, lever enfin la souveraineté du signifiant. Lorsque le rappeur évoque la banlieue, la rue, c'est à la fois le lieu d'une expérience, mais aussi un espace symbolique. La rue, tout comme la banlieue, est une référence polysémique, comme le note Karim Amou. Ainsi, afin que la représentation qui se dégage de la banlieue dans le rap soit pertinente pour une étude sur la banlieue, il faut l'envisager comme une déterritorialisation au sens deleuzien. D'un espace réel, elle accède à un espace artistique qui a trait au symbole. Le symbole relève non seulement d'un symbole premier, mais aussi, comme l'analyse Ricoeur dans le mythe, d'une mise en récit symbolique. C'est, dit Ricoeur, une fonction du second degré des symboles primaires. Ainsi, le rap n'est politique que parce qu'il donne à penser et pousse celui qui l'écoute à une interprétation créatrice de sens. Ainsi, ce que le rap donne à travers la représentation de la banlieue, ce n'est pas une image de la banlieue, mais un discours symbolique qui permet de penser la banlieue afin qu'elle puisse accéder à une représentation. Le rap, en tant que récit de soi, est une forme, une expression d'empowerment, comme pratique de l'émancipation, et qui, selon les termes de Marie-Hélène Baquet et Carole Bievner, je cite donc, pourrait faire émerger un projet de transformation sociale vers un autre monde possible. En somme, refaire société, comme le préconise Pierre Rosanvallon, ou refaire la cité, selon l'injonction de Michel Kokorev ou La Péroni. Je vous remercie.